Malgré mon combat secret contre le cancer, ma famille m'a ignorée. Quand j'ai vendu la maison, tout a basculé. Découvrez cette histoire bouleversante de trahison et de revanche inattendue. Abonnez-vous pour plus de récits captivants. Ma famille m'a ignorée pendant mon cancer, jusqu'à ce que je vende la maison. Je n'aurais jamais pensé que le silence pouvait ressembler à une trahison. Mais j'étais là, assise dans ma propre salle à manger, fixant l'enveloppe de l'oncologie, qui pouvait réécrire le reste de ma vie. Et personne ne le remarquait. Pas un seul d'entre eux. À travers la fine cloison entre la salle à manger et le salon, j'entendais mes enfants adultes rire, plaisanter sur une émission télévisée que je ne reconnaissais pas. Leur rire résonnait dans la maison, comme des fantômes d'une famille que je connaissais autrefois. Et pourtant, aucun n'avait demandé comment s'était passé mon rendez-vous médical, pas même une fois. Je fixais l'enveloppe, mes mains ne tremblaient pas encore, mais mon estomac était un nœud de peur et de ressentiment. Colette, tu t'inquiètes trop. D'ici toujours. Ce n'est probablement rien. C'est ce que mon fils marmonnait. Quand j'évoquais la grosseur, c'est ce qu'Isabelle balayait en me tendant son tout petit, avant de sortir boire un verre. Mais ça, cette enveloppe, ce n'était pas rien. J'étais allée à l'hôpital seule, avait pris le bus tôt, portais un cardigan troué par les mites, parce que c'était la seule chose propre, qu'il n'avait pas mise dans un carton de don sans demander. J'avais attendu plus d'une heure dans la salle d'attente, serrant un mouchoir usagé, regardant de jeunes couples bercer des nouveau-nés, pendant que j'attendais qu'on me dise « Si je verrais le printemps prochain », le médecin était gentil, presque trop. Il gardait une voix égale, ses mots cliniques. Nous en saurons plus après des examens supplémentaires, mais d'après vos symptômes et l'imagerie. Il hésitait. Ça ressemble à un stade 3. Je le remerciais. Comme une idiote. Comme s'il venait de m'annoncer une bonne nouvelle, puis prenait le bus pour rentrer. L'enveloppe scellée, non ouverte, serrée si fort que mes jointures blanchissaient. Maintenant, j'étais assise à la table de la salle à manger, lumières éteintes, les ombres du jour s'étirant sur le sol. J'attendais que quelqu'un, n'importe qui, remarque, pose une question. Se soutient. Mais la télé était trop forte, le bébé trop agité, le frigo trop plein de courses que je n'avais pas achetées, mais qu'on attendait que je cuisine. Je regardais le couloir, espérant que peut-être Antoine jetterait un œil dans la salle à manger. Il ne le faisait pas. Ils avaient emménagé chez moi l'année dernière. Disait-on que c'était pour aider. J'avais cédé ma chambre pour que les petits-enfants dorment confortablement. Je dormais dans la pièce de couture sur un lit de camp, qui grinçait à chaque mouvement. Mais aujourd'hui, je me fichais du lit ou des douleurs dans mon dos. Je me souciais que personne ne voie, que je m'effondrais. Je pressais l'enveloppe contre ma poitrine. Mon cœur ne battait plus vite. Il était juste lourd, engourdi. Et dans ce moment silencieux, la pensée la plus froide que j'ai jamais eue s'installait dans mes os. Il ne remarquerait même pas si je mourais ce soir, pas avant que le petit déjeuner soit en retard. Je me levais, marchais vers la poubelle, soulevais le couvercle, planais l'enveloppe au-dessus, puis m'arrêtais. Non. Je revenais à la table, glissais l'enveloppe sous le set de table, qu'il se demande un jour, qu'il fouille cette cuisine en panique après mon départ, et la trouve non ouverte. Tachée de thé et de chagrin, qu'ils lisent ce qu'ils ont ignoré. Quand ça comptait? Car ce soir était la nuit, où j'arrêtais de supplier qu'on me voie. Le lendemain de l'enveloppe, je me réveillais au son de ma petite fille pleurant sur du jus renversé. Je roulais hors du lit de camp dans la pièce de couture. Ma pièce maintenant, apparemment, éboîtait jusqu'à la cuisine. Personne n'avait remarqué que je n'étais pas venue me coucher la veille. Je m'étais endormie assise, l'enveloppe encore sous le set de table, le cœur toujours fissuré. La maison était pleine de vie, mais rien de la mienne. La voix d'Antoine aboyait depuis le couloir. « Maman, peux-tu la changer? Isabelle est en retard. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu aujourd'hui? Maman, juste des ordres. » Je trouvais la petite, collantée et rouge de larmes, pleurant sur son pyjama ruiné. Je la prenais, embrassais ses cheveux. « Murmurais, ça va, ma chérie. Mamie est là? » Isabelle passait en coup de vent avec un café à emporter, talons claquantes, comme des coups de feu sur le parquet. Elle ne me jetait même pas un regard. « J'ai laissé une liste sur le frigo, » disait-elle. « Courses? Oh. » Et on n'a plus de couches, puis elle disparaissait,
Antoine était à la table, collé à son téléphone. Et peux-tu emmener le van pour une vidange? Le voyant s'est allumé hier. Je voulais crier. C'est ma maison. Mais je ne disais rien. Car si je le faisais, il hausserait les sourcils, comme si j'étais dramatique. Isabelle soupirerait de ce soupir pincé, murmurant. Elle va plus mal. Tu sais, oublieuse. Dernièrement, il lançait des mots, comme premier signe, déclin mental. Comme si oublier où j'avais mis la télécommande signifiait que je m'effaçais. Il faisait des blagues au dîner. Légères, disait-il. Attention. Mamie pourrait mettre du sel dans le café encore. Et tout le monde riait. Même les enfants. Ce n'était jamais drôle pour moi. C'était humiliant. Je cuisinais, nettoyais, allais chercher leurs enfants à la crèche. Quand leur réunion de travail traînait, m'assurais qu'Isabelle avait ses snacks sans gluten et que les chemises de travail d'Antoine étaient repassées. Mais malgré tout, j'étais celle dont il chuchotait quand j'allais me coucher, la lente, l'oublieuse. Je regardais autour de la salle à manger, autrefois la mienne. Les magnets sur le frigo avaient changé, les tapis remplacés par des tapis en plastique bon marché. Même mon repose-cuillère, en céramique préférée, avait été poussé au fond d'un tiroir. Il y avait partout de petits signes que je n'étais plus le centre ici. Juste un fantôme avec une éponge et un plat à gratin. Mes amis venaient autrefois, une fois par semaine. Nous buvions du thé, pas potions. Rions des vieux petits amis et des tartes brûlées. Ils avaient arrêté après qu'Isabelle s'était plainte du bruit. Pendant les siestes du bébé, la maison devenait plus silencieuse après ça. Trop silencieuse, sauf pour les voix, qui ne s'arrêtaient pas, celles qui me rappelaient qui j'étais. Avant qu'ils emménagent, j'étais indépendante. J'avais des routines, des amis, de la paix. Maintenant, j'étais leur aide non payée, une gardienne pratique, une femme, dont le nom était remplacé par mamie, maman. Elle, jamais Colette, jamais moi. Après avoir fait de la vaisselle et plié 2 paniers de linge, je m'asseyais dans le garage, moteur allumé. Pas pour mettre fin à quoi que ce soit, mais pour penser, respirer. C'était le seul endroit où personne ne demandait rien. J'éteignais le moteur, fixais le mur pendant ce qui semblait 1 heure. Quelque chose en moi se décalait ce jour-là. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste incliné, comme un meuble qui s'affaisse inégalement après des années de stabilité. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais une chose, ils n'allaient pas s'en tirer comme ça éternellement. Plus tard cette semaine, je me trouvais dans le jardin, la seule partie de la maison qui semblait encore m'appartenir. Le romarin avait poussé sauvagement, s'enroulant sur les bordures en pierre, comme s'il se souvenait, quand je m'en occupais tous les matins, le lavandin étouffait la clôture, ses fleurs tombant. Comme des confettis oubliés, je cueillais quelques fleurs séchées entre mes doigts, inhalaisse leur parfum. Et pendant 1 seconde, j'avais 26 ans à nouveau, riant autour d'un gâteau au citron avec ma voisine Camille. Le soleil dans les yeux, nos bébés dormant dans leur poussette à côté. Nous étions jeunes alors, pas riches, pas chanceuses, juste vivantes. Il y avait des dîners, de la musique forte le week-end, des anniversaires avec des banderoles faites maison, et des amis, qui passaient juste comme ça. Mon mari était encore en vie, et bien qu'il ne fût pas parfait. Il ne m'avait jamais fait mendier ma dignité. À l'époque, personne ne me disait oublieuse. Je me penchais, arrachais une mauvaise herbe près de la clôture. Le sol était sec. Il ne l'avait pas arrosé depuis des semaines. Le jardin, comme moi, était encore là, juste pleuvu, par la fenêtre ouverte de la salle à manger. Je les entendais parler. Isabelle était au téléphone. Sa voix basse. Mais pas assez. Je ne sais pas combien de temps elle va rester. Elle est juste là. Une pause. Puis un petit rire. Ouais. C'est comme à voir une invitée qui a dépassé son séjour. Elle gloussait encore. Doucement. Cruellement. Elle continue de réorganiser le garde-manger. Comme si c'était encore sa maison. Je me figeais. Invitée. Chez Mouk. Il frappait. Comme une gifle inattendue, je plantais mes doigts dans la terre. La douleur dans mes jointures manquant. Une invitée dans ma propre maison. Celle que j'avais payée avec des larmes et des doubles corps. Celle où mes enfants avaient appris à marcher. Où mon mari avait rendu son dernier souffle en tenant ma main. Elle m'appelait une invitée. Et le pire, Antoine ne la corrigeait pas. Il murmurait juste quelque chose. Comme
Elle veut bien faire. Comme si j'étais un cas de charité pitoyable, je m'asseyais sur mes talons. Fixais le jardin. Chaque pouce de cette maison portait mes empreintes. Chaque souvenir s'accrochait au mur, comme de la poussière. Et pourtant, j'étais devenue une pensée secondaire. Il planifiait des vacances sans moi, prenait des décisions pendant que je faisais la vaisselle, ma plainte utile, comme un chien qui rapporte le journal, mais n'est pas autorisé sur le canapé. Peut-être était-il plus facile pour eux de me voir ainsi. Si je n'étais pas une personne avec des besoins et des pensées, ils n'avaient pas à se sentir coupables de m'ignorer. Je rentrais, main tachée de terre, croisais Isabelle dans le couloir. Elle ne me jetait même pas un regard. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je m'asseyais au bord du lit de camp, regardant la photo fanée de mon jour de mariage, glissée dans le cadre du miroir. Je murmurais dans le noir, ne sachant pas à qui je parlais. Suis-je vraiment invisible maintenant? Personne ne répondait. Le lendemain soir, je verrouillais la porte de la salle de bain, m'asseyais sur le bord de la baignoire, l'enveloppe en main, stade 3. Je la lisais une fois, puis encore. Mes yeux ne se brouillaient pas même de larmes, juste une immobilité, comme si mon corps savait avant mon esprit, comme si une partie profonde de moi avait déjà fait la paix avec ça. Il n'y avait pas de calendrier dans la lettre, pas de garantie, juste des mots, comme traitement agressif, urgence et consultation ultérieure. Mais je n'avais pas besoin d'un calendrier pour comprendre ce que ça signifiait. J'avais passé des années à voir mes amis diagnostiqués, puis disparaître, les murmures, les repas de sympathie, les chaises vides au club de jardinage. Mais ce qui me glaçait n'était pas le diagnostic, c'était le silence de la maison. Pendant que je le tenais, le salon bourdonnait de rire. Antoine racontait une histoire sur le travail. Isabelle riait trop fort, probablement de sa propre blague. Leur aîné était sur une tablette. Le bébé pleurait par intermittence. Pas une fois quelqu'un ne frappait. Personne ne demandait. Pourquoi j'étais dans la salle de bain depuis 20 minutes? Personne ne remarquait. C'est ce qui me brisait le plus. Je pouvais être en train de mourir. J'étais en train de mourir, et personne ne se souciait assez pour demander comment s'était passé mon rendez-vous. Au dîner, je leur servais un poulet rôti, des carottes, une purée à l'ail, le genre de repas réconfortant que je faisais pour les anniversaires. Personne ne demandait. Pourquoi j'avais cuisiné un si bon dîner un jeudi ordinaire? Ils mangeaient, complimentaient l'assaisonnement, laissaient leurs assiettes dans l'évier. Je m'asseyais en face d'eux, regardant ma petite fille écraser des petits pois sur son assiette. Pendant qu'Isabelle faisait défiler son téléphone, je me demandais ce qu'il dirait. Si je m'effondrais là, si mon cœur lâchait, et que je tombais dans les pommes de terre, est-ce qu'Isabelle crierait? Est-ce qu'Antoine tenterait une réanimation? Ou est-ce qu'il dirait juste aux enfants de monter et appellerait les secours avec le même ton qu'ils utilisaient pour commander à emporter? Ce n'était pas du drame qui me remplissait, c'était la vérité. Une vérité froide, douloureuse. Je réalisais quelque chose entre la salade et les petits pains. Si je ne leur disais pas, ils ne sauraient jamais. Et même si je le faisais, que diraient-ils? Oh non. Maman, on ne voulait pas t'ignorer. Ne t'inquiète pas. On s'occupera de toi, s'occuper de moi, comme je m'étais occupée d'eux, pendant qu'ils se plaignaient de mes pas lents et de ma mémoire, comme Isabelle plaisantait sur me mettre dans une maison de retraite. Chaque fois que j'égarais mes lunettes de lecture, non, je ne leur donnerais pas cette chance. Je regardais chacun de leurs visages ce soir-là, ne cherchant pas de l'amour, il n'y en avait plus à trouver, mais mémorisant leur indifférence. Je voulais m'en souvenir. La gardeur, comme du silex et de l'acier, car quelque chose en moi s'était durci, pas sa mère, pas froid, juste certaine. Plus tard, je sortais dans le jardin avec un verre de vin, regardais la lune se lever au-dessus du lavandin. Je sentais sa lumière sur mon visage. Et un instant, je me laissais pleurer, pas le cancer, pas la santé perdue, mais le fait que je les avais aimés si inconditionnellement et qu'ils ne me voyaient même pas assez pour demander comment s'était passé mon rendez-vous médical. C'était la mort qui faisait le plus mal, pas mon corps. Ma place dans cette famille, le vent était frais, caressant mon visage, comme un secret que je porterais seul. Je levai les yeux, murmurais aux étoiles. Je ne vais pas mourir ici, pas sous ce toit, pas comme leur servante. Quelques jours plus tard,
Je marchais dans le centre de soins palliatifs à Aix-en-Provence avec un panier de foulards tricoté à la main et un mensonge sur la langue. Je suis là pour faire un don, disais-je à la femme à l'accueil, ma voix stable, mais étrangère à mes propres oreilles. Je voulais juste donner ça à ceux qui pourraient en avoir besoin. Elle souriait, comme si j'avais apporté du soleil avec moi. C'est très gentil de votre part. Madame Colette, répondais-je. Elle ne demandait pas de nom de famille, ne jetait pas un œil à un dossier, ne penchait pas la tête pour murmurer sur l'oubli. Au lieu de cela, elle se levait, prenait le panier, comme si ça comptait, comme si je comptais une bénévole. Hélène m'offrait du thé. Une autre amenait 2 résidents, une femme dans la soixantaine aux mains tremblantes et un homme fredonnant doucement pour lui-même. Je m'asseyais avec eux pendant plus d'1 heure, sirotant un thé à la menthe tiède, écoutant leurs histoires. Personne ne demandait. Si j'avais des petits-enfants, personne ne questionnait. Pourquoi j'étais là? C'était respectueux, simple, silencieux, le genre d'atmosphère où les gens ne parlaient pas les uns sur les autres, juste pour être entendus. Je regardais le personnel ajuster doucement les oreillers, apporter des serviettes chaudes, poser des questions avec tendresse. Plutôt qu'avec des limites de temps, une infirmière tapotait la main d'une femme qui ne pouvait plus répondre, ses yeux troubles. Sa bouche relâchée, elle murmurait « Toujours belle », avant de border la couverture autour de ses épaules. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi digne. Ça me faisait mal. Pas de jalousie, mais de la soudaine, brutale réalisation que des étrangers pouvaient offrir ce que ma propre famille m'avait refusé pendant des années. La reconnaissance, la présence, le soin sans condition. En retournant à ma voiture, je m'asseyais au volant un moment, clés immobiles dans ma main. Le parking était calme, ombragé par un vieux chêne. Quelques feuilles jaunes glissaient sur le pare-brise et je les regardais tomber, comme si c'était la première fois que je voyais l'automne. Il n'y avait pas de panique, pas de sanglots, juste quelque chose de profond et certains murmurant dans ma poitrine. Tu pourrais mourir ici, et ce serait bien. Pas parce que j'étais résignée à la mort, mais parce que dans ce centre, pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau une personne. Rentrer chez moi était plus dur que d'arriver. Dès que je m'arrêtais dans l'allée, je sentais le poids revenir. La maison se dressait avec sa peinture écaillée, et ses échos de mépris. La voix d'Isabelle retentissait, alors que j'ouvrais la porte. Dieu merci. Maman, le bébé a été impossible toute la matinée. Peux-tu... Je n'entendais même pas la suite. Je hochais la tête, lui tendais les couches, que j'avais récupérées, allait directement dans la pièce de couture. Cette nuit-là... En pliant des serviettes, je faisais l'inventaire de ce dont je pouvais me séparer. Les broches héritées, qu'Isabelle lorgnait pendant les fêtes, les boucles d'oreilles en perles, qu'Antoine supposait vendre à mon décès, même le service à thé en argent, que personne d'autre que moi n'utilisait. Ils avaient tous de la valeur, plus de valeur que les gens qui attendaient de les prendre. Le lendemain, je faisais mon premier voyage au centre d'évaluation. L'homme derrière le comptoir semblait surpris. Alors que je disposais les objets un à un, soigneusement, il ne demandait pas pourquoi. Il me donnait des chiffres, des vrais, qui me coupaient le souffle, pas d'avidité, mais de possibilité. En sortant avec un chèque dans mon sac, quelque chose d'étrange et farouche s'allumait dans ma poitrine. Il ne le verrait jamais venir. Il ne me voyait même pas. Tout commençait avec la bague en perles, celle-là qu'Isabelle avait admirée tant de fois, passant ses doigts sur l'anneau en or, comme si elle lui appartenait déjà. Je la glissais dans une pochette de velours. Je la plaçais au fond de mon tiroir à chaussettes, derrière le coussin chauffant, et les antidouleurs périmées, qu'il n'avait jamais pris la peine de remplacer. Je la vendais le lendemain matin. Le bijoutier me donnait un prix juste. Il complimentait même le sertissage. Je ne lui disais pas que c'était à ma mère, ni qu'Antoine avait dit « Ne t'inquiète pas, on gardera toutes tes belles pièces dans la famille. » Ce qu'il voulait dire, c'était « On gardera ce qu'on veut. » Ce que je voulais dire maintenant, c'était « Sur mon corps. » Et c'était là l'essentiel. N'est-ce pas? Ils pensaient tous que je mourrais, et peut-être que c'était le cas, mais pas assez vite à leur goût. Le second objet que je vendais était la vieille montre de mon mari. Il me l'avait laissée avec une petite note dans la boîte, pour quand tu as besoin de savoir l'heure qu'il est. Je pense qu'il le disait littéralement. Je pense aussi qu'il le disait
comme je le lisais maintenant. Quand il est temps de partir, je ne vendais pas tout d'un coup. Ça aurait fait du bruit. Non. Je laissais les jours passer avec les rituels habituels, récupération à l'école, courses, dîner silencieux, où je servais de la nourriture, que personne ne me remerciait, mais pendant qu'ils regardaient la télé. J'écrivais des lettres à chacun d'eux, pas rancunière, pas encore, juste des vérités. Ah, Antoine, tu me tenais la main au supermarché, me suppliais pour des bonbons. Maintenant, tu ne lèves même pas les yeux. Quand je parle à Isabelle, je croyais que tu voulais faire partie de cette famille. Mais tu voulais la maison, pas l'histoire. À ma petite fille, tu es la seule qui me voit. Je prie pour que ça ne change jamais. Je pliais les lettres, les scellais, les datais, les cachais dans le placard derrière les décorations de Noël. Celles que personne d'autre ne touchait, car elles n'étaient pas assez modernes. Je commençais aussi à tenir un carnet, un journal de tout ce qu'il disait, la cruauté désinvolte, les choses qu'il niait avoir dites plus tard. Pourquoi est-elle toujours si dramatique? Elle devient plus lente chaque semaine, je te jure. C'est comme vivre avec un bambin. Je ne pense pas qu'elle devrait encore conduire. Et si elle faisait mal à un des enfants, j'écrivais toutes, mot pour mot. S'il se demandait un jour pourquoi j'avais fait ce que j'allais faire, je voulais que ce soit documenté. La nuit, quand il dormait, je m'asseyais près de la petite lampe sur ma table de couture, regardais mon testament, l'original, rédigé à la mort de mon mari, tout laissait à Antoine. Je lui faisais confiance alors, croyais qu'il prendrait soin de la maison, de moi, de notre famille. Mais ce garçon était parti, remplacé par un homme qui oubliait de demander si sa mère allait bien après une visite à l'hôpital. Alors je prenais un rendez-vous. Maître Sophie Martin ne bronchait pas quand je lui disais ce que je voulais. Je veux tout laisser au centre de soins palliatifs et à quelques associations locales, et un bon d'épargne pour ma petite fille. Quelque chose qu'elle ne pourra pas toucher. Avant d'être assez grande pour savoir qui j'étais vraiment, elle hochait la tête, prenait des notes, posait des questions. À la fin, elle levait les yeux, disait « Vous êtes sûr ?» Je hochais de la tête. Ils aiment ce que je possède. Pas qui je suis. En sortant du bureau, je passais devant un miroir dans le couloir, m'arrêtais. Mon visage semblait le même, plus vieux. Oui, mais pas brisé. Pas sa mère. Juste à moi à nouveau. Ils n'avaient aucune idée que je me préparais à partir. Pas juste la maison. Mais eux, la version finale du testament arrivait par coursier, pliée soigneusement dans une enveloppe manille simple. Je ne me pressais pas pour l'ouvrir. Je savais déjà ce qu'elle disait. J'avais lu le brouillon 3 fois au bureau de l'avocate, traçant chaque ligne du bout du doigt, comme une carte routière hors de l'enfer. Pourtant, quand je la dépliais à la table de la salle à manger cette nuit-là, je sentais quelque chose changer. Ce n'était pas du triomphe, pas même de la vengeance. C'était une clôture. J'avais effacé leur nom. Pas par dépit, par miséricorde. Car ils ne cesseraient jamais de me voir, comme un portefeuille ridé, à moins que je ne les arrête. La maison appartenait maintenant à une fondation de soins palliatifs locale, avec une clause me permettant d'y résider jusqu'à mon décès. Après cela, ils la vendraient pour financer les soins des patients, comme moi, des gens qui méritent la dignité. Le reste, mes maigres économies, quelques actions modestes et quelques héritages. Je les divisais entre le centre, une banque alimentaire et l'abri pour femmes battues de la ville. Car si quelqu'un savait ce que ça faisait d'être invisible, c'était elle. Je laissais à ma petite fille un bon qu'elle ne connaîtrait pas avant son 25e anniversaire, avec une lettre scellée dans une enveloppe, marquée « Quand tu seras assez grande pour comprendre pourquoi l'amour n'est pas la même chose que la loyauté. » En rangeant le testament dans mon classeur sous R, je m'attendais presque à ce que quelqu'un fasse irruption et demande ce que je faisais. Mais personne ne remarquait. Antoine discutait de quelle série Netflix regardait. Isabelle textait sa sœur à propos de vacances, auxquelles je n'étais pas invitée. Les enfants criaient, mais personne n'écoutait. Pas même les uns les autres. Je les observais depuis le couloir un instant. Une famille façonnée de bruit et de suppositions, ne s'arrêtant jamais pour demander comment se sentait la matriarche, car ils ne pensaient plus qu'il y en avait une. Ils supposaient que le monde tournait parce qu'ils le demandaient
Cette nuit-là, je déplaçais ma boîte à bijoux au fond du placard, la remplaçai par une en plastique remplie de pièces de costume. Qu'il pense qu'il se préparait pour un héritage, qu'il polisse des pierres qui ne brilleraient jamais. Les jours se brouillaient après ça. Mouvements silencieux, changements subtils. Je vendais les plats anciens, une assiette à la fois, cachant l'argent dans de vieilles bouteilles de pilules, étiquetées pour l'attention. J'arrêtais d'aller au supermarché avec leur liste, achetais seulement ce que je voulais. Quand ils se plaignaient, je haussais les épaules. J'ai oublié. Ils levaient les yeux au ciel, chuchotaient sur mon déclin. Qu'ils le fassent. Moins je me remarquais, plus j'étais libre. Une nuit, en pliant du linge, que personne ne me remerciait, j'entendais encore la voix d'Isabelle. Elle s'efface. Honnêtement, je pense qu'on aura la maison plus tôt qu'on ne pensait. Il pensait être discret, mais les murs de cette maison, comme moi, avaient traversé des tempêtes. Ils portaient le son dans leurs os. Je restais dans le couloir, serrant une serviette, fixée de la pièce, où ils étaient tous assis. Je ne ressentais plus de rage. Je ressentais du soulagement. J'avais été l'épine dorsale, la femme de ménage, la babysitter gratuite, la femme qui avait abandonné un nom pour un rôle, et maintenant, discrètement, je l'avais repris. Il pensait que je dormais la plupart des nuits, me reposais, me fanais. Mais je ne le faisais pas. J'écrivais des lettres d'adieu à l'encre bleue, organisais des rendez-vous finaux, riais doucement à chaque fois. Qu'ils se disputaient pour une télécommande, pendant que je les effaçais ligne par ligne de l'avenir. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà des fantômes dans mon histoire. Et bientôt, je serais celle qui disparaîtrait sans un son. C'était un après-midi, chaude et collante. Un de ces jours paresseux, où les heures s'étirent, remplissent de corvées, que personne ne veut faire, et d'un silence trop épais pour être ignoré. Je pliais soudain des serviettes dans la buanderie. Quand je l'entendais, le babyphone grésillait. Isabelle l'avait laissé allumer, probablement oublié après avoir couché le tout petit pour une sieste. Leur voix passait, faible mais claire. Ma petite fille et Isabelle? Maman, disait la petite, sa voix douce. Est-ce que mamie va mourir bientôt? Je me figeais. Il n'y avait ni hésitation ni peur dans son ton. Juste une question curieuse, désinvolte d'une enfant qui avait trop écouté. Isabelle ne se précipitait pas pour la corriger, ne rouquetait pas, ne disait pas « Ne parle pas comme ça ». Une pause, puis un soupir. Je pense. Ma chérie, disait-elle doucement, peut-être pas toute de suite, mais bientôt. C'est pourquoi on doit être patiente. D'accord. Alors je pourrais avoir sa chambre. Je ne lâchais pas la serviette. Ne pleurais pas. Restais juste là, la tenante, comme un drapeau de reddition que je ne brandirais plus jamais. Isabelle gloussait. Peut-être. On verra. Je coupais le babyphone. Ce n'était pas de la rage que je ressentais. Ça aurait été trop généreux. La rage demande de l'investissement, de la passion, de l'espoir. Ce que je ressentais était une confirmation. Ils n'attendaient pas que je me rétablisse. Ils attendaient que je disparaisse. Je m'asseyais sur le banc de la buanderie, mes genoux tremblant sous moi. Les serviettes sentaient la lavande, propre et douce. J'avais toujours aimé faire la lessive. La plierie me donnait un sens de l'ordre, un réconfort silencieux dans un monde chaotique. Même maintenant, je tendais la main pour une autre, la lissant sur mes genoux. Comme une mémoire musculaire, je me souvenais d'avoir tenu cette même petite fille dans mes bras le jour de sa naissance. Isabelle était groggy, épuisée par l'accouchement. Antoine arpentait le couloir avec un sourire nerveux. Et moi, j'avais tenu ce petit bébé près de moi, murmurant. Tu es aimé. Tu seras toujours aimé. Mais même un amour comme ça, donné sans condition, ne garantit rien. Les enfants entendent tout, absorbent ce qu'ils voient, et elle m'avait vue, encore et encore, être traitée. Comme si je ne comptais pas. Alors, bien sûr, elle pensait que c'était normal. Bien sûr, elle pensait que ma mort signifiait une chambre, qu'elle pourrait repeindre. Ce n'était pas vraiment sa faute, mais ça scellait quelque chose en moi. Cette nuit-là, je m'asseyais à ma table de couture, écrivais sa lettre, pas celle que j'avais scellée avec le bon pour son 25e anniversaire. Celle-ci était différente. Crue, honnête. Je lui parlais de qui j'avais été, avant d'être mamie, des rêves que j'avais abandonnés,
des amis, dont j'avais perdu le contact, de la manière dont sa mère me regardait, comme si j'étais de trop, du silence de son père, et de la douleur d'aimer un enfant qui ne vous regardait plus dans les yeux. Je lui disais que j'espérais qu'elle grandirait pour être meilleure, plus gentille, plus forte. Je lui disais que je lui pardonnais, puis je pliais la lettre, lâchais-la, l'étiquetais. Si elle demande un jour qui j'étais vraiment, il ne la trouverait pas avant bien plus tard, peut-être après mon départ. Peut-être quand il viderait enfin mes affaires et trouverait la pile de lettres cachées derrière les albums de famille, qu'il ne regardait jamais, mais peu importe quand, car il les trouverait, et peut-être, juste peut-être, il réaliserait que je n'étais jamais invisible. Ils avaient juste refusé de regarder. La maison dormait encore. Quand je fermais la fermeture éclair de ma valise, pas que j'avais beaucoup à impacter, juste quelques vêtements de rechange. Un livre que je n'avais pas fini depuis le dernier Noël, et la photo encadrée de mon jour de mariage, que j'avais glissée derrière la commode, après qu'ils avaient redécoré sans demander. Je ne prenais rien, qu'ils remarqueraient manquant. Pas d'argenterie, pas de bijoux. Je ne voulais pas d'accusation de vol, seulement le silence. Une absence. Qui piquerait plus? Le centre de soins palliatifs avait envoyé une bénévole. Hélène, yeux gentils, Main Stables, le type de femme qui pouvait aider à porter non seulement des sacs, mais aussi la peur. Elle attendait dans l'allée, moteur en marche. Phares éteints. Je jetai un dernier regard en arrière. Le salon était sombre, sauf pour la lueur bleue d'une télé oubliée. Les jouets, que j'avais ramassés quelques heures plus tôt, étaient à nouveau éparpillés. Quelqu'un cherchant probablement son t-shirt préféré. Sans doute. Je passais lentement dans le couloir, m'arrêtais un instant devant la porte d'Antoine. Je pouvais l'entendre ronfler. Isabelle aussi. Pas un sommeil paisible, mais celui qu'on gagne après avoir passé la journée à prendre des décisions dont on n'aura jamais à assumer les conséquences. Je voulais dire au revoir. Vraiment? Mais ils ne le méritaient pas. Pas après tout. Pas après avoir entendu leur fille demander, quand je mourais pour prendre ma chambre. Et voir Isabelle acquiescer d'un haussement d'épaule. Je laissais les lettres dans le tiroir du bureau, clairement étiquetées. Il les trouverait quand le silence deviendrait assez fort pour enquêter, dans la cuisine. Je collais une note sur le frigo, juste 2 lignes. Ne me cherchez pas, je suis là, où les gens se souviennent que je suis encore vivante. Et sur ce, je franchissais la porte d'entrée. Ne regardez pas en arrière, le soleil n'était pas encore levé, le ciel peint de bleu sombre et de pourpré doux. Comme si le monde retenait son souffle pour ce qui suivrait, Hélène m'aidait à monter dans la voiture. Elle ne posait pas de questions, me tendait juste un thermos de thé, disait « On va t'installer ». Le trajet était calme, les rues vides, mais mon esprit bourdonnait plus fort que depuis des mois. Chaque bosse sur la route secouait les années que j'avais passées à tenir cette famille ensemble, comme du ruban adhésif sur un bateau qui coule. J'avais été tout pour eux, cuisinière, femme de ménage, babysitter gratuite, punching bag silencieux. Ils n'avaient même pas remarqué quand j'avais commencé à disparaître morceau par morceau, mais ils le feraient maintenant. Ils se réveilleraient dans une maison qui ne fonctionnait plus. Le petit déjeuner ne serait pas fait. Les serviettes ne seraient pas pliées. Les rendez-vous ne seraient pas planifiés. Et pour la première fois de leur vie, ils devraient demander « Où est-elle » J'espérais qu'ils s'assoient dans cette cuisine, lisant cette note 10 fois, cherchant des réponses qu'ils avaient ignorées quand j'essayais encore de les leur donner. Au centre de soins palliatifs à Aix-en-Provence, j'étais accueillie comme une invitée. Pas une obligation, une infirmière me montrait ma chambre. Petite, propre, avec une fenêtre donnant sur la cour. Il y avait des fleurs sur la table de chevet, un vrai lit, une couette douce, qui n'était pas effilochée par des années de vie d'occasion. Je m'asseyais, laissais mon souffle s'échapper. C'était la première respiration que je prenais, qui ne semblait pas une corvée. Hélène posait ma valise près de la commode, disait « Prends ton temps! » Cet endroit va à ton rythme maintenant. Je hochais la tête, luttant contre la boule dans ma gorge, car pour la première fois depuis des années, personne n'avait besoin de rien de moi. Et c'était tout. Il n'y avait pas d'horaire au centre. Pas d'alarme sonnant à 6 heures du matin pour exiger le petit déjeuner. Pas de voix frénétique demandant
Où étaient passées les chaussettes? Pas de soupir passif-agressif sur le linge non plié, juste le bruissement silencieux des infirmières, le murmure de conversations aimables et le son lointain des oiseaux dehors ma fenêtre. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais oublié que le silence pouvait être réconfortant. Au début, je ne savais pas quoi faire de moi. Mes mains tressaillaient pour nettoyer. Je me surprenais à scanner la pièce pour du désordre, m'attendant à des saletés qui n'étaient pas à moi à réparer. Mais il n'y en avait pas. Il me disait que je n'avais rien à faire, à moins d'en avoir envie. Je n'avais pas entendu ça depuis plus d'une décennie. Alors je faisais quelque chose de petit, je peignais. Il y avait une salle d'art au centre, un coin ensoleillé avec des pinceaux, des toiles et des acryliques bon marché. Le genre qu'on trouve dans une allée de fournitures scolaires, toutes vives et imprécises. Ça faisait des décennies que je n'avais pas tenu un pinceau. Mais quand je trempais ce pinceau dans le jaune, puis le bleu, quelque chose s'ouvrait. Pas parfaitement, pas gracieusement. Ma première peinture était terrible. Un jardin qui ressemblait à une échymose. Mais il était à moi. Et quand je l'accrochais près de mon lit, personne ne riait, personne ne levait les yeux au ciel. L'infirmière souriait juste, disait « C'est charmant. Colette, tu as capturé quelque chose dans le ciel. » Personne n'avait dit mon nom comme ça depuis des mois. Passe mamie, pas maman. Pas la version brève et agacée de Colette, qu'Isabelle utilisait quand elle essayait de sembler respectueuse devant des étrangers. Juste Colette, j'avais presque oublié que j'étais encore là-dedans. En une semaine, j'avais 5 autres peintures, une d'une fleur, qui n'avait jamais fleuri, une d'une montagne sans chemin, une d'une petite fille tournant le dos, regardant un feu au loin. Elles étaient brouillonnes, crueuses, honnêtes. Parfois, je me surprenais à pleurer en peignant. Pas exactement de tristesse, mais de reconnaissance. Je voyais enfin des parties de moi que j'avais cachées si longtemps. Juste pour survivre, le personnel du centre ne rôdait pas, ne m'observait pas, comme si je risquais de glisser, ou d'oublier, ou de ruiner leur emploi du temps. Ils demandaient comment je me sentais. Pas ce que je pouvais faire pour eux, pas ce que j'avais cuisiné. Pas si je me souvenais d'acheter du lait. Je rencontrais une autre femme là-bas, Edith, une veuve aux yeux vifs et aux mots doux. Nous nous asseyions sur le porche ensemble, parlant de rien et de tout. Elle me racontait comment ses enfants avaient cessé d'appeler après son diagnostic. Je lui disais comment les miens n'avaient jamais vraiment commencé. Nous n'avions pas besoin d'expliquer, nous nous comprenions dans les espaces entre les phrases. Un après-midi, alors que nous regardions un rouge-gorge sautiller sur la rambarde, elle disait quelque chose que je n'oublierai jamais. Ils n'ont aimé que la version de toi qui les servait. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. Je hochais la tête, la gorge serrée, car au fond, je l'avais toujours su, toutes ces années. Je pensais que si je continuais à donner, si j'aimais assez fort, assez patiemment, il finirait par rendre. Mais un amour qui demande que vous disparaissiez n'est pas de l'amour. C'est du vol, et j'en avais fini d'être volée. Au centre, je n'étais ni une invitée ni un fardeau. J'étais juste une femme avec un cancer de stade 3, qui voulait encore peindre, boire du thé tiède, rire à une mauvaise télé avec quelqu'un, qui ne la voyait pas comme une corvée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau moi, pas utile, pas invisible, entière. C'était un après-midi, quand ça faisait enfin tilt. Pas avec du drame, pas avec des fanfares. Juste moi assise dans le solarium, regardant la lumière se répandre sur le sol, réalisant une vérité que j'avais évitée toute ma vie. Ils ne m'avaient jamais aimée, pas comme je les aimais. Pas le genre d'amour qui remarque quand les yeux de quelqu'un s'assombrissent ou que leurs mains tremblent. Pas l'amour qui se souvient des anniversaires sans rappel Facebook. Pas l'amour qui demande « Vas-tu bien? » Elle écoute vraiment. Ce qu'il m'avait donné était une performance, une affection conditionnelle, un amour avec des étiquettes de prix et des petites lignes. Je repensais à quand j'avais été malade la première fois, comment j'étais rentrée du cabinet médical avec des mains tremblantes et un cœur trop fort dans ma poitrine. Et personne n'avait même demandé si je voulais du thé. Personne n'avait rien demandé. Il m'appelait dramatique, lente, disait des choses comme « Maman est toujours fatiguée ces jours-ci », avec un roulement d'yeux, comme si j'exagérais pour attirer l'attention.
J'avais essayé de les tenir ensemble, pendant que je m'effondrais. Et ils ne l'avaient même pas remarqué. C'est là que je voyais clairement. La monnaie de notre famille avait toujours été ce que je pouvais fournir. Quand j'avais les repas prêts, le linge plié, les enfants apaisés, j'étais le roc. Quand je commençais à demander un chou d'espace, un peu de soin, soudain j'étais confuse, irritable, difficile. L'objectif de la caméra me fixait, comme un œil qui ne cligne pas, posé sur la petite table en bois dans la salle d'art du centre, en espèce, qui sentait le papier et le citron, où personne n'interrompait, et où le temps ralentissait pour s'accorder au souffle de ceux qui en manquaient. J'appuyais sur enregistrer. Bonjour, Antoine. Ma voix tremblait juste un peu, mais je ne m'arrêtais pas. Si tu regardes ça, je suis partie. Et non, ce n'est pas une tentative de culpabilisation, c'est un cadeau. Je te donne quelque chose que je ne t'ai jamais donné de mon vivant, la pleine vérité. Je prenais une inspiration. Le bourdonnement discret de la climatisation remplissait la pause. Quand tu es né, je pensais que l'amour signifiait le sacrifice, que je pouvais tout endurer, tant que tu étais heureux. Je t'ai tout donné, mon sommeil, ma force, mes économies. Et pendant un temps, je me disais que c'était assez, que ton confort était ma récompense. Le tremblement disparaissait maintenant. Ma voix c'était enfin la mienne. Mais quelque part en chemin, tu as cessé de me voir. Pas juste comme une mère, mais comme une personne. Je suis devenue ta commodité, ta babysitter par défaut, ta femme de ménage, et je l'ai laissé arriver. C'est ma faute. Je me penchais légèrement en avant quand je suis tombée malade. Tu n'as pas remarqué. Tu n'as pas demandé, et quand tu l'as enfin découvert, je soupçonne que ta première pensée n'était pas « va-t-elle bien ?» C'était « qu'est-ce que ça va nous coûter ?» Je marquais une pause. Pas pour le drame, pour la mémoire. Tu as laissé Isabelle rire de moi. Tu as laissé ta fille parler de ma mort, comme d'un réaménagement de meubles. Tu m'as regardé plier tes chemises avec des mains tremblantes et m'as appelée oublieuse au lieu de fragile. Il n'y avait pas de venin dans ma voix, seulement de la clarté. Et pourtant, ce n'est pas une lettre de haine. C'est un miroir. Je veux que tu y regardes et te demande si c'est qui tu voulais devenir. Je terminais le message par un doux « Adieu, mon fils » et arrêtais l'enregistrement. Je faisais de même pour Isabelle. Pas de cris, pas d'insultes, juste une confrontation calme. Tu voulais ma maison, pas ma présence. Tu voyais mon vieillissement, comme un fardeau, pas un héritage. Et un jour, quand tes enfants se lasseront de toi, j'espère que tu te souviendras de la façon dont tu m'as ignorée, comme si j'étais déjà morte. Son message était plus court, mais il couperait plus profondément. Pour ma petite fille, j'enregistrais autre chose entièrement. Ma chérie, si tu regardes ça, tu es assez grande pour commencer à questionner les histoires qu'on t'a racontées. Je veux que tu saches que mamie était autrefois courageuse, pleine de rêves, et qu'elle n'a jamais cessé de t'aimer. Même quand la maison devenait froide, je souriais pour elle, pleurais même un peu, puis tendais la clé USB à la directrice du centre. Une femme aux yeux doux, qui n'avait posé aucune question. Quand je disais « Je voudrais que ceci soit livré après mon décès », elle hochait la tête solennellement. « Ce sera fait exactement, comme vous le souhaitez. » En sortant de cette salle d'art, je me sentais plus légère. Ils ne comprendraient jamais la profondeur de ce qu'ils avaient, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais c'est ce qui arrive quand les gens supposent que vous serez toujours là. Et quand je ne le serai plus, ils auraient ma voix, pas pour les hanter, pour les réveiller. Je passais par le jardin en rentrant dans ma chambre. Les fleurs, que j'avais aidé à planter avec Edith, fleurissaient maintenant, sauvages et imparfaites, s'étirant vers le soleil. Sans personne pour les tailler en boîte. Comme moi, je m'arrêtais, murmurais aux fleurs. Bientôt, bientôt ils entendraient ce que je n'avais jamais eu l'espace de dire, et ils s'assieraient dans le silence que je laissais derrière, réalisant que ce n'était pas ma mort qui vidait la maison, c'était leur indifférence, qui l'avait vidée bien avant que je parte. Il ne fallait qu'une signature pour tout changer, pas émotionnellement, bien sûr. Émotionnellement, j'avais réécrit cette fin pendant des mois, empaquetant ma dignité morceau par morceau, scellant mon ressentiment dans des enveloppes manilles, et une résolution silencieuse, mais légalement. Il ne fallait que de l'encre,
Je m'asseyais face à maître Sophie Martin, une femme aux yeux gentils, qui ne bronchait pas. Quand je lui tendais l'acte de propriété, c'est entièrement à votre nom, confirmait-elle, parcourant les documents, pas de privilèges, pas de co-signataire. C'est rare. Je souriais, lèvres serrées. Rare. Oui, mais nécessaire. Elle haussait un sourcil. Quand j'expliquais ce que je voulais, une vente nette, une hypothèque à un acheteur de confiance, que j'avais choisi via le contact immobilier du centre, une femme dont les parents avaient vécu là, qui rêvait toujours d'élever sa propre famille dans un lieu avec une histoire. Je veux une clause de déménagement différée, disais-je à Sophie, 60 jours après mon décès. Pas avant. Des avis d'expulsion à livrer alors. Votre famille ne le verra pas venir, disait-elle doucement. Ils ne m'ont jamais vu, répondais-je. Cet après-midi-là, les papiers avaient été signés. Je sortais de ce bureau avec un sac un peu plus lourd, les épaules un peu plus droites, et mon cœur, toujours abîmé, toujours fragile, enfin tenu dans mes propres mains, à nouveau. L'acheteur resterait anonyme pour ma famille. Son avocat gérerait tout. Vente finale. Transition. Et ta vie, c'était propre. Invisible. Exactement. Comme il m'avait traité toutes ces années. De retour au centre. Je fêtais seule, m'asseyais sur le porche avec Edith, entrechoquais des gobelets en plastique de ginger ale à la liberté. Elle murmurait. À l'invisibilité. Je murmurais en retour. L'arme la plus puissante qu'il m'ait donnée. Il ne voyait jamais les signes, ne questionnait jamais l'afflux soudain de courses, que je payais moi-même, ne remarquait jamais que j'arrêtais de demander quoi que ce soit. Aucun ne soupçonnait que la maison où il vivait, celle pour laquelle il se battait, comme des héritiers vis-à-vis à un enterrement, était déjà réservée. Il pensait que je m'effaçais, mais je finalisais. Antoine avait plaisanté un jour, cet endroit sera à nous. Chérie, pendant qu'Isabelle mesurait la salle à manger pour une table moderne, elle pensait que je ne pouvais pas entendre ses fantasmes. J'entendais tout, n'oubliais jamais. Et maintenant, ils apprendraient de la même manière que moi. Par le silence, par la paperasse, par l'absence de miséricorde. Là où ils supposaient un héritage, je ne laissais aucune trace à questionner, aucun compte bancaire à leur nom, aucun actif qu'ils pourraient réclamer. Les avis d'expulsion étaient programmés, chacun prévu pour arriver précisément 60 jours après la date enregistrée de mon décès. D'ici là, le centre aurait envoyé les clés USB. La maison ne serait plus la leur. Ils reviendraient de la brume post-funérailles pour trouver des étrangers à la porte avec des documents légaux. Et aucun espace pour discuter. Et quand ils diraient « mais c'était à nous », la nouvelle propriétaire secouerait simplement la tête. Non, ça ne l'a jamais été. Cette nuit-là, je dormais mieux que depuis des années, pas parce que j'étais vindicative, pas parce que je voulais me venger, parce que la justice, quand elle est bien faite, ne criait pas. Elle murmure à travers des actes, des signatures et des lettres certifiées. Elle marche doucement, sûrement à travers les couloirs qu'il revendiquait autrefois, et éteintes les lumières derrière elle. Il la prenait par un email, pas un appel, pas sans doux. Nous sommes désolés de vous informer. Juste une notification brutale. Automatisée. Transfert de propriété complété. Les occupants doivent quitter d'ici le 1er août. Contactez votre représentant légal pour les protocoles de transition. Antoine appelait le centre 1 heure plus tard. Frénétique, la réceptionniste passait l'appel à la directrice, qui confirmait calmement que oui. Colette était décédée 2 jours plus tôt. Que oui. Des arrangements avaient été faits. Que non. Les visiteurs n'étaient pas autorisés, sauf si spécifié par écrit par la patiente auparavant. Elle n'a pas laissé de liste, disait la directrice. Je suis désolée. Ils arrivaient en voiture cet après-midi-là. Isabelle n'attendait même pas que la voiture s'arrête, avant de faire irruption dans le bureau d'accueil. Rouge de visage, serrant son téléphone. Comme s'il lui devait des excuses. Ça doit être une erreur. Nous sommes sa famille. La directrice levait les yeux avec le calme exercé que seul le personnel de soins palliatifs développe, celui qui a vu trop de morts et trop peu d'adieux. Je comprends, disait-elle doucement. Mais Colette a requis aucun visiteur, répétait Antoine. Abasourdi, nous sommes ses enfants. Exactement, disait la directrice.
son sourire doux, mais inébranlable. Elle a dit « Si vous venez un jour, nous devons vous rappeler, être lié ne fait pas de vous une famille. » Il est resté là, stupéfait. Et c'est alors que le personnel apportait la petite boîte, noire, rembourrée, avec 2 clés USB à l'intérieur, chacune étiquetée de mon écriture. Une pour Antoine, une pour Isabelle, sans explication, juste à regarder seule. La directrice du centre n'avait pas besoin de dire autre chose. Il savait, il partait sans me voir, sans même être autorisé près de ma chambre. Plus tard, j'entendais d'Edith. Elle avait tout regardé depuis la cour. « Ton fils avait l'air d'avoir été frappé à la gorge, » disait-elle. « Et ta belle-fille ?» Elle pleurait. Pas parce que tu lui manquais, parce qu'elle savait qu'elle avait perdu. J'imaginais tout, le silence dans la voiture, le clic de la clé USB, l'instant où ma voix remplissait la pièce de vérité, qu'il ne pouvait plus nier. J'imaginais le visage strié de larmes d'Isabelle, alors que je disais « Tu m'as ignoré si souvent. Tu as oublié que je pouvais te voir. » J'imaginais Antoine pâlir, alors que je murmurais « Tu as aimé mon argent plus que tu ne m'as aimé. » J'imaginais leur maison devenir plus froide à chaque minute, alors que la réalisation s'installait, que tout ce sur quoi ils comptaient, propriété, héritage, contrôle était parti. Et je n'étais pas là pour les réconforter, pas là pour les sauver de leur propre apathie. Ils rentraient chez eux en silence. J'en suis sûre, garés dans l'allée, comme des squatteurs dans le rêve de quelqu'un d'autre, et trouvaient, collé à l'intérieur de la boîte aux lettres, le coup final, expulsion effective le 1er août. Le non-respect entraînera des poursuites judiciaires. Tapin. Sans sentimentalisme. Contraignant. Ils ne savaient pas où aller. N'avaient pas de plan de secours. N'avaient jamais pensé en avoir besoin. Car ils pensaient que je ne partirais jamais. Ils pensaient que je mourrais doucement et laisserais tout derrière. Ils avaient tort. Je ne laissais rien qu'ils puissent mal utiliser. Pas de maison à se disputer. Pas de bijoux à évaluer. Pas de lettres suppliant une réconciliation. Seulement ma voix. Calme. Finale. Et la porte verrouillée d'un centre de soins palliatifs où ils n'étaient jamais invités.